Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Dans cette vidéo, je vais démontrer l'unicité de la limite finie d'une suite réelle. Je poursuis ici ma série de vidéos comparant le point de vue visuel et le point de vue formel avec les suites, en vous donnant deux démonstrations de l'unicité de la limite d'une suite. Je vous donnerai une première démonstration qui va suivre une argumentation basée sur le point de vue visuel, et une deuxième démonstration qui va suivre un point de vue uniquement formel. Alors si vous prenez en cours de route cette série, ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que cette vidéo soit autonome des autres. Par contre, pour bien suivre cette vidéo, il faut que le point de vue visuel et le point de vue formel de la limite d'une suite soient clairs dans votre esprit. Donc je vais le rappeler ici très rapidement, mais si vous avez besoin de prendre plus de temps, je vous renvoie vers ma vidéo de la construction, de la définition de la limite finie d'une suite. Alors prenons une suite UN réelle qui tend vers L. Le point de vue visuel est le suivant. Il dit que pour tout intervalle de la forme L-epsilon, L plus epsilon, où epsilon est un réel strictement positif, il existe un instant grand N à partir duquel la suite est complètement dans l'intervalle. Alors ici, vous voyez, j'ai dessiné une suite, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, qui tend vers L. Et si je prends un intervalle de la forme L-epsilon, L plus epsilon, donc je l'ai dessiné ici, et bien à partir d'un certain moment, et bien toute ma suite se retrouve dans l'intervalle. Les premiers points peuvent se balader un peu partout, mais à partir donc ici de 4, tous les points de la suite sont dans l'intervalle. Et cette propriété doit fonctionner pour tout intervalle. C'est-à-dire que si je réduis la taille de mon intervalle, eh bien je pourrais trouver un autre instant grand N, plus grand que 4, à partir duquel toute ma suite sera dans l'intervalle. Maintenant, le point de vue formel, eh bien c'est la traduction formelle du point de vue visuel. Donc le point de vue formel dit, pour tout epsilon positif, donc en fait ça veut dire pour toute taille d'intervalle de cette forme-là, il va exister un grand N, donc c'est le fameux instant grand N, tel que pour tout entier petit n, si petit n dépasse grand N, donc c'est le fameux à partir duquel, nous allons avoir valeur absolue de un moins L strictement plus petite que epsilon. Alors quand on compare les deux points de vue, on a l'impression que c'est pas tout à fait la même chose, puisque là nous avons des valeurs absolues, alors que là nous avons un intervalle. Or, si on utilise les propriétés des valeurs absolues, il se trouve qu'on a l'équivalence suivante. Valeur absolue de un-L strictement plus petite que epsilon, c'est équivalent à dire que un est compris entre L-epsilon et L plus epsilon. Et vous voyez, cette relation sur la valeur absolue se transforme bien en UN est dans l'intervalle L-epsilon, L plus epsilon. Donc c'est bien la traduction du point de vue visuel. Maintenant, nous sommes prêts à attaquer nos deux démonstrations. Avant de commencer la première démonstration, je vais vous faire un petit avant-propos technique. Alors en temps normal, j'aime pas trop faire ça parce que j'aime bien exposer une démonstration en montrant tous les mouvements de pensée qui ont conduit au résultat. Or, je suis conscient que ces vidéos s'adressent plutôt à des étudiants de première année, et si en cours de route je brise la démonstration par un résultat technique, eh bien ça peut gêner la compréhension globale de la démonstration. C'est la raison pour laquelle je vous montre ce petit aspect technique tout simple dès maintenant. Et nous allons partir d'une situation courante de la vie de tous les jours, qui vous est probablement déjà arrivée. Imaginons que vous avez 3 amis qui viennent chez vous, mais qui partent de chez vous à des heures différentes. Par exemple, votre premier ami, lui, va s'en aller à 20h, votre deuxième ami à 22h, et votre troisième ami à 20h30. À partir de quelle heure tous vos amis sont partis? Et bien vous allez me dire, à 22h, tout le monde sera parti. Maintenant, deuxième question, comment vous trouvez 22h? Et là, si vous réfléchissez quelques secondes, vous allez me dire, c'est l'heure de départ la plus tardive, puisque 22h, ce sera le maximum entre 20h, 22h et 20h30. Alors maintenant, on va transposer ça, mais dans une situation mathématique. Imaginons que nous ayons 3 propriétés, mais qui soient valables seulement à partir d'un certain moment. Par exemple, on a une propriété P1, mais qui sera valable pour tous les petits n entiers naturels qui dépassent un certain grand N1.
Ensuite, on aura une propriété P2 qui sera valable pour les petits n qui dépassent grand N2, et une propriété P3 qui sera valable lorsque petit n dépasse grand N3. Alors, à partir de quel moment toutes les propriétés seront valables? Eh bien, si on transpose notre situation concrète en notre situation abstraite, on a envie de dire la chose suivante, si n est plus grand que le maximum de grand N1, grand N2 et grand N3, alors nous aurons la propriété P1, P2 et P3. Alors si vous voulez bien faire le parallèle, par exemple, vous pouvez dire P1, c'est la propriété l'ami 1 est parti, P2, c'est la propriété l'ami 2 est parti, etc. Alors, il y en a qui vont me dire, ah oui, effectivement, ça marche, puis d'autres qui vont me dire, moi j'aimerais une preuve formelle, parce qu'on est quand même parti d'une situation concrète, et on aimerait avoir un raisonnement qui soit formel. Alors voici la démonstration formelle. Si n est plus grand que maximum de n1, n2 et n3, alors nous aurons que n est plus grand que n1, et n est plus grand que n2, et n est plus grand que n3. Oui, mais n plus grand que n1, ça implique P1, n plus grand que n2, ça implique P2, et n plus grand que n3, ça implique P3, donc ceci va impliquer P1 et P2 et P3. Donc pour n plus grand que le max, nous aurons les trois propriétés. Alors vous allez voir, on va se servir de ce petit bricolage technique dans la démonstration qui suit, mais avec seulement deux propriétés. Nous allons démontrer le théorème suivant. Si un est une suite réelle ayant une limite L, alors cette limite L est unique. Et la première démonstration que je vous propose va utiliser une argumentation visuelle. Alors commençons par visualiser notre hypothèse. Nous avons la droite des réels, une limite L, et notre suite UN tend vers L, c'est-à-dire que à chaque fois que je prends un intervalle de la forme L moins epsilon, L plus epsilon, aussi petit que je veux, et bien à partir d'un certain moment, toute ma suite va se trouver ici. Par exemple, on peut dire que pour les petits n dépassant un grand N, toute la suite sera ici. Maintenant, réfléchissons à une stratégie pour montrer qu'il n'y a qu'une seule limite. Et là, si vous réfléchissez, vous allez me dire, mais ça va être embêtant sur les dessins, parce que s'il n'y a qu'une seule limite, il n'y aura qu'un seul point à dessiner. Alors comment va-t-on s'y prendre? Et effectivement, un raisonnement en direct paraît compromis lorsqu'on le raisonne avec un dessin. Mais on dispose d'une roue de secours lorsque l'on n'arrive pas à démontrer les choses directement, c'est le raisonnement par l'absurde. Supposons, par l'absurde, qu'il y a deux limites, c'est-à-dire que un tend vers L en plus l'infini, et que un tend vers L' en plus l'infini, avec L différent de L'. Là, les choses vont mieux pour le dessin parce que nous disposons de deux limites que l'on peut dessiner. Donc mettons-les sur le dessin, L et L', et revenons à nos définitions de la limite. Un tend vers L, donc si je prends un tout petit intervalle autour de L, de la forme L moins epsilon, L plus epsilon, je sais qu'à partir d'un certain moment, toute ma suite se trouve ici. Nous disons pour les petits n dépassant grand N. Maintenant, un tend vers L', donc si je prends un tout petit intervalle autour de L', L' moins epsilon, L' plus epsilon, je sais que ma suite va se trouver complètement dans cet intervalle à partir d'un certain moment, que je vais appeler n', parce que c'est pas forcément le même qu'ici. Et regardez ce qui se passe. Si je prends un instant qui est plus grand que le maximum de grand N et grand N', ma suite va être à la fois dans cet intervalle et à la fois dans cet intervalle. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que mes deux intervalles sont disjoints, donc ma suite ne peut pas être à deux endroits à la fois en même temps. Et nous obtenons une contradiction. Alors je reprends l'argumentation, nous allons dire qu'il y a deux limites, L et L', donc à partir d'un certain moment la suite se trouve ici, autour de L, mais à partir d'un autre moment la suite se trouve ici, or les deux intervalles sont disjoints, la suite ne peut pas être dans ces deux intervalles à la fois, il y a une erreur. Maintenant il faut faire un tout petit peu attention parce que pour que ça fonctionne, il faut que nos intervalles soient suffisamment petits.
Si par exemple j'avais pris ici un intervalle plus grand et ici pareil, eh bien mes deux intervalles se seraient recoupés. Et en se recoupant, eh bien ma suite aurait pu se trouver à la fois dans les deux intervalles. Donc pour que la démonstration fonctionne bien, il faut prendre des epsilon suffisamment petits pour que les intervalles ne se coupent pas. Alors essayons de comprendre quel epsilon peut fonctionner. On va refaire un dessin. On va poser le L et le L', et cherchons une petite distance epsilon qui se trouve ici, et là, pour avoir un cas de figure de ce type-là. Eh bien, il y a une façon de faire, c'est de prendre la longueur qui se trouve ici, et de la diviser en 3 morceaux, comme ceci. Donc vous allez avoir votre epsilon ici, et puis pareil ici. Donc epsilon ici, ça va être quoi? Ça va être la distance qui est ici, c'est-à-dire valeur absolue de L' moins L, divisé par 3. Alors, en général, on n'aime pas trop jouer avec les valeurs absolues. Donc on va tricher un petit peu. On va dire que L' est plus grand que L, de sorte que la longueur qui est ici, ça sera L' moins L, divisé par 3. Donc en imposant que L' est plus grand que L. Alors vous allez me dire, on a le droit de faire ça? La réponse est oui, parce qu'on a pris deux limites différentes. Donc il y en a forcément une des deux qui est plus grande que l'autre. Et donc on peut supposer, par exemple, que L' est plus grand que L. Donc une fois que epsilon est choisi comme ceci, eh bien regardez les intervalles. Donc L moins epsilon, L plus epsilon, et L' moins epsilon, L' plus epsilon, eh bien ces deux intervalles ne se couperont pas et nous aurons notre contradiction. Donc je résume encore l'argumentation. On va supposer qu'il y a deux limites, L et L'. Nous allons poser epsilon est égal à L' moins L divisé par 3, en émettant l'hypothèse que L' est strictement plus grand que L. Alors, à partir d'un certain moment, la suite sera dans cet intervalle, mais à partir d'un autre moment, la suite sera dans cet intervalle. Donc pour des n suffisamment grands, la suite sera dans cet intervalle et cet intervalle, ce qui est impossible, parce que les intervalles sont disjoints. Maintenant, nous allons traduire formellement notre argumentation visuelle. D'abord, précisons que nous allons raisonner par l'absurde. Supposons par l'absurde qu'il existe L et L' de réels. On va les supposer distincts, et une manière de les supposer distincts, c'est de supposer qu'il y en a un qui est strictement plus grand que l'autre. Donc L' plus grand que L, et limite de un est égal à L, et limite de un égale L'. Alors comme on veut écrire les choses en formule, eh bien on va commencer par traduire formellement nos deux hypothèses. Limite de un est égal à L se traduit par pour tout epsilon positif, il existe un grand N, pour tout petit n, si petit n dépasse grand N, alors valeur absolue de un moins L strictement plus petite que epsilon. Alors nous travaillons surtout sur une argumentation visuelle, donc on va préférer transformer cette valeur absolue en un encadrement. Donc je vous rappelle, ça c'est la même chose que de dire que un est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et on fait la même chose pour la deuxième limite. Donc limite en plus l'infini de un est égal à L', ça nous donne pour tout epsilon positif, il existe un grand N, pour tout petit n, si petit n dépasse grand N, alors nous aurons que un est compris entre L' moins epsilon et L' plus epsilon. Ensuite, rappelez-vous de notre argumentation de tout à l'heure, nous avons fixé epsilon égale L' moins L sur 3. Alors qu'est-ce qui nous permet dans ces formules de fixer un epsilon? Eh bien regardez-les. Toutes les deux comportent pour tout epsilon strictement positif au début. Comme ces phrases vont être vraies pour tout epsilon strictement positif, eh bien c'est que nous allons pouvoir poser
une valeur de epsilon, comme bon il nous le semble, pourvu que ce epsilon soit strictement positif. Et bien c'est ce que nous allons dire. Ces phrases sont vraies pour tout epsilon positif, donc on peut poser epsilon égale L' moins L sur 3. Alors cette quantité est bien positive parce que on a imposé la condition L' strictement plus grand que L. Une fois qu'on a posé ceci, eh bien, on va pouvoir reprendre ces phrases-là ici en remplaçant epsilon par cette valeur-là. On va donc avoir il existe un grand N pour tout petit n. Si petit n dépasse grand N, alors on va avoir, en remplaçant le epsilon ici, un compris entre L moins L' moins L sur 3 et L plus L' moins L sur 3. Et puis on fait la même chose avec la deuxième formule, donc il va exister un N. Alors là, il faudra faire attention, hein. On a une propriété ici qui est valable à partir d'un grand N, et une autre propriété qui est valable à partir d'un autre grand N. Mais les deux grands N ne sont pas nécessairement les mêmes, donc pour éviter les erreurs, je vous propose de rajouter un prime ici. Donc il existe un autre N, qu'on appellera N', tel que pour tout petit n, si petit n dépasse N', alors on prend cette propriété là et on la remplace, et on remplace le epsilon avec ceci. Donc L' moins L' moins L sur 3, plus petit que un, plus petit que L' plus L' moins L sur 3. Maintenant, rappelez-vous de notre argumentation de tout à l'heure, ce qui faisait que ça ne fonctionne pas, c'est que la suite UN était à la fois dans deux intervalles disjoints. Donc ce que l'on aimerait, c'est que UN vérifie à la fois cette propriété et à la fois cette propriété. Mais vous le voyez, ces propriétés n'ont pas lieu à partir du même moment. Mais on a vu en préambule que si on voulait que les deux propriétés aient lieu, eh bien, il suffisait de prendre des n plus grands que le maximum des deux grands n, c'est-à-dire maximum de grand N et grand N'. On a donc, quel que soit petit n dans grand N, si petit n dépasse le maximum de grand N et grand N', eh bien nous avons les deux encadrements qui sont là. C'est-à-dire L moins L' moins L sur 3 plus petit que UN plus petit que L plus L' moins L sur 3. Et celui-ci, L' moins L' moins L sur 3 plus petit que UN, plus petit que L' plus L' moins L sur 3. Maintenant, on va se rappeler du dessin. Donc l'encadrement qui est ici correspond en fait à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. L'encadrement qui est ici correspond en fait à l'intervalle L' moins epsilon, L' plus epsilon. Maintenant, il va falloir essayer d'expliquer cette histoire de disjonction. Qu'est-ce qui fait que les intervalles sont disjoints? Eh bien, c'est tout simplement le fait que le bord gauche de cet intervalle, ce qui correspond à cette quantité, est strictement au-dessus du bord droit de cet intervalle. Donc pour montrer la disjonction, on va essayer de montrer que cette quantité est strictement plus grande que cette quantité. Et alors, il y a des gens qui sont très forts pour montrer rapidement que ça est plus grand que ça, mais il y a un truc tout simple qui demande très peu d'efforts, c'est de faire la différence des deux. Si vous arrivez à montrer que ça moins ça est strictement positif, c'est que forcément ça c'est plus grand que ça. Donc on va faire la différence des deux. On va donc faire L' moins L' moins L sur 3, moins cette quantité-là, donc L plus L' moins L sur 3. Si vous faites le calcul, je vous laisse faire les détails, vous allez tomber sur 1/3 de L' moins L. Maintenant, L' est strictement plus grand que L, donc L' moins L est strictement positif, donc ça c'est strictement positif. Donc comme cette quantité est strictement positive, ça veut dire que ça c'est strictement positif, et bien ça veut dire que celui-ci, L plus L' moins L sur 3, est strictement plus petit que celui-ci, L' moins L
sur 3. Alors regardez ce qui va se passer, donc on va reprendre cette formule et on va exploiter avec ça. On va avoir, pour tout n dans grand N, si n dépasse le maximum de grand N et grand N', alors, eh bien on va avoir un plus petit que lui, plus petit que lui, plus petit que un. Je vais l'écrire. Un strictement plus petit que L plus L' moins L sur 3, qui est strictement plus petit que L' moins L' moins L sur 3. Là j'ai utilisé ça. Qui est lui-même strictement plus petit que un. Et on se rend compte que un va être strictement plus petit que lui-même. Et ça, eh ben, ça n'est pas possible, parce que un nombre ne peut pas être strictement plus petit que lui-même. C'est donc absurde. Comme c'est absurde, c'est donc qu'il ne peut pas y avoir deux limites différentes, et donc nous avons démontré l'unicité de la limite, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, nous allons aborder notre deuxième démonstration qui, elle, va s'appuyer sur une argumentation purement formelle. Et comme pour notre première démonstration, nous allons commencer par un avant-propos technique pour contourner quelques difficultés. Alors pour cette seconde démonstration, eh bien, on va utiliser, comme pour la première démonstration, cette propriété-là, qui dit que si vous avez une propriété P1 qui est valable à partir de grand N1 et une propriété P2 qui est valable à partir de grand N2, si vous voulez avoir les propriétés P1 et P2, eh bien, il faudra regarder les instants qui dépassent le maximum de grand N1 et grand N2. J'y reviens pas puisque nous avons déjà vu ça au début de la vidéo. Maintenant, regardons une propriété qui, bien souvent, est présentée comme étant évidente et qui pourtant pose des difficultés aux étudiants. Donc ici, je vais vous expliquer cette propriété et je vais également vous en faire la démonstration parce qu'elle n'est pas systématiquement faite. Alors que dit cette propriété? Elle dit que si vous prenez un réel x et que si ce x est positif et qu'il est plus petit que tous les epsilon strictement positifs, alors x doit être nécessairement égal à 0. Alors pour bien comprendre cette propriété, le mieux c'est de faire un petit dessin. Donc notre x est positif, donc on va mettre 0 ici, et donc le x se trouve quelque part ici. Et la propriété dit que le x est plus petit que tous les epsilon positifs. Donc le x en particulier doit être plus petit que 1 si je prends epsilon égale 1. Mais il doit être aussi plus petit que 1/2, puisque cette propriété doit être vraie pour tous les epsilon. Mais aussi, le x doit être plus petit que 1/3, toujours pour la même raison, il doit être plus petit que tous les epsilon. Et en prenant des epsilon de plus en plus petits, eh bien on se rend compte que x est nécessairement égal à 0. Alors maintenant, essayons de démontrer ce résultat. Alors si vous réfléchissez quelques instants, vous allez vous rendre compte que la démonstration directe de ce résultat, qui consisterait donc à prendre ceci et à l'aide d'arguments successifs à arriver à cela, eh bien une démonstration directe n'apparaît pas comme étant complètement évidente. Alors quand on n'arrive pas à trouver une argumentation directe, eh bien il y a une manière de s'y prendre qui consiste tout simplement à essayer de faire un raisonnement par l'absurde. Et vous allez voir ici ça va très bien fonctionner. Alors démonstration, on raisonne par l'absurde, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a cette propriété-là, et que malgré tout, x est non nul. Donc supposons que pour tout epsilon positif, x est compris entre 0 et epsilon, et que malgré tout, x est non nul. Alors commençons par visualiser la situation. Donc notre x est positif, donc il est quelque part par là, et il est non nul, donc loin de 0. Disons qu'il se trouve ici. Nous, on veut montrer qu'il y a une absurdité à dire cela. En fait, on va essayer de montrer que la phrase qui se trouve ici est fausse. Cette phrase dit que tous les epsilon sont au-dessus de x. Eh bien nous allons essayer de montrer qu'il existe un epsilon qui ne sera pas au-dessus de x, mais qui sera en dessous. Et si vous regardez le dessin, eh bien effectivement, on trouve ici des éléments qui vont être en dessous de x et qui seront
strictement positif. Alors il y en a un que l'on peut prendre tout de suite, par exemple c'est le milieu ici, x sur 2. Donc si on pose epsilon est égal à x sur 2, on aura trouvé un epsilon strictement positif qui sera en dessous de x et donc qui contredira le fait que tous les epsilon doivent être au-dessus. Alors c'est ce qu'on va écrire. D'abord, comme on prend le milieu du segment ici, il faut dire que le x soit strictement positif. Donc on va le justifier en utilisant les hypothèses ici. On n'a que x positif et x non nul. Donc x est strictement positif. Maintenant, on va insérer notre x sur 2 entre les deux. Donc x est strictement plus grand que x sur 2, qui est strictement positif. Ensuite, on pose le epsilon. On pose epsilon est égal à x sur 2. On fait observer que ce epsilon est strictement positif. Et on fait observer que ce epsilon est strictement plus petit que x. Et on a donc trouvé un epsilon strictement positif qui est en dessous de x, et bien cela contredit que tous les epsilon sont au-dessus. Contredit le pour tout epsilon positif, 0 plus petit que x, strictement plus petit que epsilon. Comme il y a une contradiction, la conclusion, c'est que x doit nécessairement être nul. Et nous venons de démontrer cette propriété. Maintenant, dans la pratique, bien souvent, les mathématiciens considèrent qu'il s'agit d'une évidence, même si, vous le voyez, la démonstration n'est pas tout à fait évidente. Donc, dans la pratique, vous n'êtes pas obligé de démontrer ce résultat-là, sauf si, bien entendu, on vous le demande. De manière générale, lorsque vous voulez démontrer l'unicité d'un objet en mathématiques, vous disposez de deux grands types de preuves. Il y a les démonstrations par l'absurde, comme nous l'avons fait pour la première démonstration, et puis il y a des démonstrations qui suivent la mécanique suivante, qui consiste à dire, eh bien, prenons deux objets et montrons que nécessairement ces deux objets sont égaux. Alors comme nous avons déjà fait une démonstration par l'absurde, je vous propose de suivre cette deuxième mécanique pour notre démonstration purement formelle. Donc on va supposer que UN admet pour limite L et pour limite L', et nous allons montrer que L est nécessairement égal à L'. Alors comme nous faisons une démonstration formelle, la première chose que nous allons faire, c'est traduire formellement nos deux hypothèses. Donc nous avons que limite en plus l'infini de UN est égal à L, c'est-à-dire, pour tout epsilon positif, il existe un grand N, pour tout petit n, si petit n dépasse grand N, alors valeur absolue de UN moins L est plus petite que epsilon. Même chose pour la deuxième limite. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égal à L', c'est pour tout epsilon positif, il existe un grand N, pour tout petit n, si petit n dépasse grand N, alors valeur absolue de UN moins L', plus petite que epsilon. Et maintenant, posons-nous la question, comment, en partant de ces deux hypothèses, nous allons arriver à L égale L'. Alors quand on regarde les choses frontalement, on a un petit peu de mal à comprendre comment, en partant de là, nous arrivons à là. Et quand on n'y arrive pas, il y a deux manières de rendre le problème plus simple. Soit on transforme un petit peu les hypothèses pour les attaquer frontalement, soit on transforme un petit peu la conclusion, à savoir L égale L', pour la rendre plus facilement accessible. Alors ici, c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire nous allons transformer la conclusion. Alors comment pouvons-nous transformer cette conclusion qui nous intéresse, à savoir L égale L'? Alors il y a une manipulation toute simple, qui consiste à mettre le L' de l'autre côté de l'équation, si bien que ceci c'est la même chose que de montrer que L moins L' égale à 0. Alors pourquoi ceci est plus facile à attaquer? Eh bien tout simplement parce que de ce côté-là, nous avons un calcul. Et on espère, en faisant ce calcul, arriver à la conclusion qu'au final, ceci fait 0. Alors allons-y, intéressons-nous à la quantité L
moins L', et essayons de raccrocher ce calcul à nos hypothèses. Alors quand on voit nos hypothèses, eh ben on se dit c'est peine perdue, parce qu'on voit le L et L' sont bien ici, mais à chaque fois ils sont associés avec un UN. Donc ce qu'il nous faudrait, ce serait du UN, et il n'y en a pas. Or, il est possible d'en faire apparaître en faisant des manipulations algébriques. Regardez ça. L moins L', c'est aussi égal à L moins L', plus UN moins UN. Alors on a bien égalité, puisque je me suis juste contenté de rajouter 0. UN moins UN, ça fait 0. Mais je n'ai pas rajouté n'importe quel 0, j'ai rajouté une expression de 0 exprimée en fonction de UN. Et quand on réorganise un petit peu les choses, eh bien nous avons que UN moins L' apparaît, et que L moins UN apparaît. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, UN moins L', je l'ai ici. L moins UN, eh bien, je l'ai aussi ici, mais de manière un petit peu cachée, parce que je vous rappelle, la valeur absolue ne voit pas les signes. Donc UN moins L, c'est aussi égal à L moins UN, c'est-à-dire la même expression qu'ici. Donc, on a fait un pas. Mais on n'y est pas tout à fait, parce que dans nos expressions ici, nous avons des valeurs absolues. Alors ce que l'on peut commencer par faire, c'est transformer un petit peu les choses encore, et faire apparaître des valeurs absolues. Donc si je prends la valeur absolue de cette expression, elle est donc égale à la valeur absolue de cette expression, qui est égale à la valeur absolue de cette expression. On avance, mais ça n'est toujours pas ça, parce que nous avons des valeurs absolues sur chacun des deux blocs, alors que là, c'est une valeur absolue sur la somme. Mais ceci, c'est sans compter sur l'inégalité triangulaire. Alors je vous rappelle, valeur absolue de A plus B, c'est valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Donc en utilisant l'inégalité triangulaire, nous avons aussi ceci, valeur absolue de UN moins L' plus valeur absolue de L moins UN. Et puis si vous voulez que ceci ressemble plus à cela, eh bien on va changer le signe. Ceci est aussi égal à valeur absolue de UN moins L' plus valeur absolue de UN moins L. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant, parce que ces deux quantités-là, je peux les rendre aussi petites que je veux. Donc, ces deux quantités-là vont être toutes petites, et si ces deux quantités-là sont toutes petites, eh bien, ceci va se rapprocher de 0, et c'est justement ce qui nous intéresse. Alors, on va faire un petit peu le ménage, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. On va réécrire déjà cette inégalité. Donc, on a L moins L' plus petit que valeur absolue de UN moins L', plus valeur absolue de UN moins L. Et maintenant, essayons de comprendre comment nous allons dire que ces trucs sont petits. Parce que, certes, ces trucs sont petits, mais ils sont petits à partir d'un certain grand N. Donc, il faut y aller tout doucement, en se disant, bon, on va se donner un epsilon, et puis on va dire, à partir d'un certain grand N, j'ai ceci, à partir d'un certain grand N', j'ai ceci, etc. Donc, fixons notre epsilon, soit epsilon positif. Nous savons que il existe un grand N, tel que pour tout petit n, si petit n dépasse grand N, alors j'ai UN moins L plus petit que epsilon. Ensuite, pareil avec ceci, mais ça n'est pas forcément le même grand N, donc je vais mettre qu'il existe un grand N', tel que pour tout petit n, si petit n dépasse grand N', alors UN moins L' plus petit que epsilon. Alors là, c'est pas mal, sauf que moi, j'aimerais estimer les deux en même temps. Donc pour pouvoir avoir les deux expressions en même temps, il va falloir que je prenne des n suffisamment grands, c'est-à-dire des n plus grands que le maximum de grand N et grand N'. Donc je vais avoir ceci, pour tout n, donc grand N, si petit n dépasse le maximum de grand N et grand N', eh bien je vais avoir à la fois ceci et cela. Maintenant, eh bien, injectons ces estimations dans notre inégalité. On a donc que si n dépasse le maximum de grand N et grand N', alors L moins L', qui est plus petit que
un moins L' plus un moins L. Ces deux quantités étant toutes les deux plus petites que epsilon, ça nous donne plus petit que 2 epsilon. Et donc, que L moins L' est strictement plus petit que 2 epsilon. Et regardez l'estimation que l'on obtient ici, elle ne dépend plus de n. Ça veut dire que L moins L', indépendamment de n, sera en valeur absolue plus petite que 2 epsilon. Et donc au final, on a montré que pour tout epsilon strictement positif, nous avons ceci. Donc pour tout epsilon positif, nous avons que valeur absolue de L moins L' est plus petit que 2 epsilon. Chose qui peut se réécrire aussi en pour tout epsilon positif. La valeur absolue de L moins L' sur 2 est plus petite que epsilon et aussi une quantité positive. Et dans notre préambule, nous avons vu que si nous avions un réel positif qui était plus petit que n'importe quel epsilon strictement positif, c'est que cette quantité était nulle. Donc on a valeur absolue de L moins L' sur 2 qui vaut 0, c'est-à-dire L moins L' qui vaut 0, c'est-à-dire L égale L'. Et nous venons donc de montrer que s'il y a deux limites, ces deux limites sont égales, il y a donc unicité de la limite, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Si vous comparez ces deux démonstrations, vous observerez qu'elles sont radicalement différentes. Alors quelque part c'est normal, parce que pour la première nous avons suivi un raisonnement par l'absurde, alors que pour la deuxième nous avons suivi le raisonnement qui consiste à prendre deux objets et à essayer de montrer qu'ils sont égaux. Cependant, l'état d'esprit est très différent, parce que pour la première démonstration, eh bien, nous avons fait des gribouillages sur un dessin et nous avons traduit notre raisonnement en dessin sous forme formelle, tandis que pour la deuxième démonstration, eh bien, nous avons raisonné de manière purement formelle, en essayant de transformer un petit peu soit les hypothèses, soit la conclusion, en ajoutant des choses, etc., pour arriver à notre conclusion. Alors ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette deuxième démonstration, c'est que toutes les manipulations que l'on fait ne sont pas faites par hasard. Elles ne tombent pas du ciel directement sur la feuille. Elles sont le résultat d'une intention. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, par exemple, lorsque l'on a transformé la conclusion L égale L' en L moins L' est égal à 0. L'intention, c'était d'avoir une forme que l'on espère pouvoir calculer. Pareil, ici, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'ai mis UN, je l'ai pas mis comme ça pour le plaisir, mais je l'ai mis parce que il était dans les hypothèses, et puis pareil pour les valeurs absolues, etc. Pour conclure, je vous donnerai un conseil, travaillez les deux démonstrations même si vous considérez qu'il y en a une qui est plus facile qu'une autre. En effet, plus vous verrez de points de vue, plus vous verrez de techniques différentes, mieux vous serez armé pour produire vos propres démonstrations. Voilà, nous en avons fini avec la démonstration de l'unicité d'une suite. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment montrer qu'une suite qui admet une limite finie est nécessairement bornée. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ou bien à me soutenir en allant sur Tipeee. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.